Bienvenue à tous pour cette première conférence de presse du film d'ouverture La Tête Haute, signé Emmanuel Berco. Bonjour. Bonjour, merci d'être présent à cette première conférence de presse du 68e Festival de Cannes. Messieurs les photographes, merci de regagner vos places. La conférence de presse va commencer. Merci. Alors pour cette première conférence autour du film La Tête Haute qui fera l'ouverture ce soir, je vais vous présenter les gens à la table. À côté de moi, Denis Pinot-Valenciennes et à l'autre extrémité de la table, François Cros, les deux producteurs de La Tête Haute, les producteurs des films du kiosque. À côté de Denis Pinot-Valenciennes, Marcia Romano, co-scénariste du film. De l'autre côté de la table, l'une des actrices du film, Sarah Forestier. À côté de Marcia Romano, Benoît Magimel, qui connaît bien Cannes. En revanche, à côté de Sarah Forestier, un jeune homme qui ne connaît pas du tout Cannes, et dont c'est le premier film et donc le premier festival de Cannes, Rod Parado. Et au centre, deux actrices et une réalisatrice qui connaissent très très bien Cannes, puisque toutes les deux, on pourrait dire qu'elles sont nées à Cannes. Catherine Deneuve avec Les Parapluies de Cherbourg et Emmanuel Berco avec son court-métrage qui avait eu le prix Les Vacances, qui avait eu le prix du jury en 1997. Nous leur souhaitons un très beau retour à Cannes. Emmanuel, la première question. L'annonce de la sélection du film a créé un peu la surprise en ouverture du festival. Et quand on voit le film, on se dit qu'en fait, on ne pouvait sans doute pas rêver meilleure exposition pour ce film qui rend hommage à des gens de l'ombre. Quelle a été votre réaction? C'est comme un prolongement du film, je dirais, cette exposition. Oui, c'est complètement inespéré qu'un film comme celui-là se retrouve à une telle place. Un film qui cherche justement à rendre hommage à des métiers de l'ombre et que sur ce film-là soit portée une telle lumière, c'est évidemment déjà un immense honneur, mais c'est beau pour le film, tout simplement. Catherine, vous êtes allée, vous l'avez raconté, vous êtes allée assister à des audiences dans les tribunaux. Oui, c'était indispensable pour moi. Pourquoi? Vous n'avez pas l'habitude habituellement de faire ça? Qu'est-ce qui vous a paru indispensable pour ce film-là? Parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas. Les seules images qu'on en ait, c'est des actualités éventuellement à la télévision ou de la presse écrite, mais on ne sait pas comment se passent vraiment les audiences entre le juge, l'enfant et son conseiller. Et moi, je m'interrogeais sur le ton, sur la façon dont on s'adressait à eux. J'étais très étonnée. J'étais extrêmement intéressée de passer ces matinées là-bas avec eux parce que je ne m'attendais pas à une telle patience et une telle écoute. C'est assez, vraiment, j'étais très étonnée. Est-ce que cela a influencé d'une certaine manière la manière dont vous avez joué? Ah oui, sûrement, parce que le fait de les avoir entendus, d'avoir entendu leur ton, leur patience, leur écoute, oui, je veux dire, c'est beaucoup moins brutal que ce que éventuellement j'aurais imaginé. Benoît, Sarah et Rod, juste une question avant de passer la parole aux journalistes. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le scénario d'Emmanuel et de Marcia, et qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, chacun? Sarah, vas-y. Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'intérêt, c'était plus... j'ai été émue, en fait. Voilà, à la lecture du scénario, j'ai pleuré. Je pense... c'est un peu tout ce qu'il y a dans le film, le cœur du film, mais qui est en même temps très vaste, quoi. C'est la destinée, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à s'extraire de ses propres... schéma psychologique, de violence et peut-être certainement l'espoir, voilà. Peut-être l'espoir qu'il y a dans le film. Je trouve, en fait, le film m'a piqué le cœur, quoi, à un moment donné, pas seulement par la dureté de la violence du personnage et tout ça, mais qui s'en sortent, quoi. Ça, je trouve ça beau.
Et puis ça me plaît aussi d'être dans un film qui est généreux, quoi. Ça raconte aussi que l'amour, ça peut sauver. L'amour sur la persévérance des gens, et l'amour, ça peut aussi sauver, parce que l'amour, ça peut détruire parfois, notamment l'amour du personnage que j'incarne, la mère, c'est un peu un amour destructeur, mais l'amour qu'il y a dans le film, il y a beaucoup d'amour dans ce film. L'éducateur, la juge, ça m'a beaucoup touchée. Benoît? Oui, c'est la même chose, c'est bourré d'humanité. Quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça extrêmement précis et en même temps, voilà, j'aime que ça se termine bien, justement. Hein, on parle toujours des choses avec beaucoup de négativité et là, c'est une histoire qui, voilà, ça marche. C'est d'ailleurs ce qui pousse ces éducateurs, ces juges, c'est voilà, cette vocation, c'est aussi parce que ça marche et qu'il y a des gens qui s'en sortent et c'est important de le dire. Et voilà, et puis travailler avec Emmanuel, mes camarades, et ça me donnait très envie en fait. Mais c'était très bien écrit, c'était beau, voilà, rien à dire. Rod? Ce qui m'a touché, c'est l'histoire de ce gamin en fait. Et il m'a beaucoup touché, et moi aussi j'ai pleuré quand j'ai lu le scénario. Et donc du coup, ça m'a plu et Vous avez été content qu'on vous choisisse? très très heureux. Je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Madame, au deuxième rang. Allez-y. Jeune fille, là, pour la question. Merci. Sabine Schulz, télévision allemande de ZDF Information. J'ai une question pour Madame Deneuve. Oui. Comment est-ce que vous êtes préparée pour ce rôle de juge pour enfants et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver ces jeunes perdus? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez après avoir fait ce travail? Alors écoutez, comme je le disais, moi j'ai été plusieurs fois longuement au tribunal à Paris pour voir justement assister à ces audiences, pour comprendre et entendre surtout le ton qu'il y avait entre ces adultes et ces jeunes futurs adultes, ces adolescents. Ça m'a beaucoup aidé, mais je ne peux pas, si vous voulez, ce que je trouve formidable, c'est qu'on sent très bien que c'est un métier qu'on ne peut faire que si on a vraiment la vocation, car c'est quand même très ingrat et très dur. On a l'impression qu'on fait un pas en avant, qu'on les aide, le lendemain les choses vont reculer, de nouveau de la violence. Donc c'est quand même assez ingrat, je trouve, pour tous ces gens qui sont là autour d'eux pour les sortir un petit peu et les ramener vers eux-mêmes. Ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas, parce que je crois que la justice dans beaucoup de pays, et enfin dans la nôtre en tous les cas, essaye d'y accorder beaucoup de temps et donne une place très grande quand même, dans la mesure où on fait tout quand même on leur accorde vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'endroits où ils pourront essayer de retrouver comme ça un peu de paix et disons un peu d'affection, parce que souvent en plus les enfants sont très mutiques, ils parlent très peu, ils sont vraiment enfermés, repliés sur le même, très agressifs et très sauvages quand même, très sauvages. Ils sont repliés, ils savent très bien qu'ils sont quand même un peu à la marge. Donc voilà, je pense que nous quand même en France, je trouve qu'on fait quand même quelque chose. C'est ça qui m'a vraiment étonnée, c'est le nombre de personnes pour s'occuper d'un enfant. Parce qu'il y a les avocats, il y a le conseiller, il y a le juge, c'est vraiment... et c'est beaucoup de temps. Alors on sait que c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, le temps. Donc voilà, on fait tout pour les aider et je pense oui, bien sûr qu'il doit y avoir des réussites. En même temps, on ne peut pas sauver tout le monde. Monsieur? Bonjour, congratulations pour le très bel film. Je vais poser deux questions à Emmanuel Becou. Je suis Rodrigo Fonseca, from Brasil, TV Globo. Pendant la projection, Emmanuel, j'ai beaucoup pensé à Les 4 et 5 coupes de Truffaut. Est-ce que vous pensez à ce film pendant le processus de création de La Tête Haute? Et la seconde demande, comment avez-vous discuté l'image avec le chef-op, le photographe Guilherme Schiffman? Bien qu'étant une grande fan du cinéma de François Truffaut, je ne prends jamais des films en référence quand je travaille sur un projet, et surtout pas des films qui traitent du même thème, parce que ça me brouille, et puis surtout ça m'écrase. Donc évidemment, Les 400 coups, c'est un film que j'ai vu je ne sais pas combien de fois, et qui était dans ma tête certainement de façon inconsciente, mais je n'ai pas fait de référence précise à ce film dans l'élaboration de ce projet.
Et pour votre seconde question concernant la lumière du film, c'est un film qui nécessitait d'être extrêmement documenté pour son écriture. Donc il y a une matière documentaire très forte dans le scénario de La Tête Haute. En revanche, je n'avais pas du tout envie d'être dans un style documentaire au niveau de la mise en scène, du filmage, etc. Et évidemment, l'aspect visuel du film a participé à ça. Et le travail que je fais avec Guillaume Schiffman, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble. C'est comme toujours, c'est très difficile de parler d'image et de lumière. C'est comme de parler musique. C'est très difficile de trouver les mots et de se faire comprendre. Donc je fonctionne à partir de photographies. Et en échange avec Guillaume, on définit l'univers visuel du film. Mais là, par exemple, vous aurez noté que c'est un film qui est plutôt lumineux. Alors que le sujet se serait prêté à une image beaucoup plus sale, beaucoup plus triste. Mais justement, j'ai voulu apporter ce contraste-là. Et à propos de contraste, c'est un film aussi assez contrasté. Je voulais que le film, en fait, je voulais qu'il y ait à l'image la même énergie que celle qui est portée par les comédiens dans le film. Voilà. Monsieur. Hello, this is Sigbal from... Sigbal, Bangladesh. J'ai une question à poser à Catherine Deneuve. Pensez-vous que cette jeune génération est très égoïste? Est-ce que vous pensez qu'il est de plus en plus difficile d'être parent à l'heure actuelle? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que c'est difficile d'être parent à l'heure actuelle? Est-ce que les enfants sont de plus en plus difficiles? Comment faire en sorte qu'ils puissent vivre en société, ces jeunes qui sont de plus en plus égoïstes apparemment? Ils sont dans le casque. Ah oui. D'être mère. D'être mère. Could you repeat, please? To be mother. Je n'ai pas bien compris votre question, dit Catherine Deneuve. Question, est-ce que c'est de plus en plus difficile d'être parent de nos jours? Comment faire en sorte que ces jeunes, ces égoïstes, puissent vivre en harmonie, en société? Difficile d'avoir le temps qu'il faut pour accorder à quelqu'un, à ses adolescents. C'est difficile de trouver tout le temps. Souvent, on se rend compte que ces adolescents sont dans des familles très nombreuses, avec des parents qui sont très peu présents, donc ils traînent beaucoup entre eux. Je crois que l'ennui, le manque de distraction et donc l'ennui par manque d'intérêt parce qu'on n'a pas su, et ce sont souvent des enfants qui n'ont pas trouvé à l'école leur place, qui se sentent quand même exclus ou qui s'ennuient et donc qui ne travaillent pas. Donc ça va assez vite à l'école si vous commencez à travailler mal et que vous vous intéressez pas et qu'on n'a pas réussi à vous intéresser, parce que le rôle des professeurs, c'est pas seulement de vous faire apprendre, c'est de vous intéresser à des choses dont vous n'aurez peut-être pas besoin, mais c'est une façon de modeler de développer votre personnalité, votre cerveau surtout. Donc ceux qui décrochent très vite, malheureusement, sont les premiers punis. Donc oui, je pense que c'est difficile, mais je pense que beaucoup de sociétés, la nôtre particulièrement, sont conscientes quand même de l'enjeu que représente la jeunesse aujourd'hui qui est quand même en difficulté, et ne serait-ce même que ceux qui ont fini leurs études, qui ne trouvent pas d'emploi. Donc je pense que tout le monde est très conscient que les jeunes et cette jeunesse doit être prise en main et aidée, oui, surtout aidée. Monsieur. Bonjour, j'ai une question, Peter Paulou, télévision allemande. J'ai une question à Monsieur Magimel. Et bon, j'étais très captivé par votre personnage d'éducateur et votre interprétation. Et je me demandais comment vous avez préparé pour ce rôle, mais aussi comment vous expliquez à vous-même pourquoi le personnage ne quitte pas ses efforts. Merci. N'abandonne pas ses efforts. On le voit douter énormément. Hein. C'est ça qui est aussi beau. Il se remet en question énormément parce que ça le renvoie à sa propre enfance, je crois. Il a aussi un parcours difficile et quand il y a un effet de miroir un peu avec ce garçon. Je crois qu'il baisse les bras, il fait preuve de violence aussi parce qu'il est découragé. Il sait pas, voilà, il utilise ça en dernier recours.
on est assez désarçonné. On se demande qui est la victime parfois. Hein, parce que c'est un gamin quand même qu'on a sous le capot, quoi. Il manipule énormément, quoi. Il connaît bien les adultes, hein. Il sait appuyer où ça fait mal. Et donc, moi, je connaissais des éducateurs dans le quartier où j'ai grandi. Je connais pas mal de gamins comme ça qui sont un peu à la dérive. Et de temps en temps, on tend la main comme ça, on essaie d'aider, quoi. On essaie de les sortir un peu de leur petite réalité, hein. Ça m'envoyait je connaissais un garçon, à 20 ans, il n'était jamais sorti de son petit quartier, hein, de son pâté de maison. Il y avait le RER, il y avait le métro, il y avait toutes sortes de choses pour voyager, sortir. Il n'était jamais sorti, voilà, de son périmètre, quoi. C'est vous dire quand même que parfois, voilà, on est à côté de réalités qui nous dépassent, quoi. Et ce garçon, voilà. Et moi, ces éducateurs, ils m'impressionnent beaucoup parce que moi, je n'aurais pas la patience, évidemment, pas du tout la même patience qu'eux, quoi. Et même parfois, je les juge un peu durement, ces garçons, quoi. Pendant le tournage, je le jugeais un peu durement, ce garçon, parce que je trouvais que, ouais, bon, à un moment donné, il faut essayer de réfléchir. On a envie qu'il sorte les doigts un peu de... enfin... Et voilà, mais c'est une belle partition parce que finalement, au bout du chemin, il n'y a que de l'amour, en fait. Vous savez, ils attendent que de l'attention. Voilà. Quand des adultes les regardent vraiment, prennent le temps avec eux, c'est ça que finalement qui garde le plus. C'est ça le plus important. Et il y a une désertion de la loi aussi. Souvent, c'est le monoparental et du coup, ils sont en quête aussi de ça. On a besoin il faut les stopper un petit peu, il faut mettre des murs. Et moi, il m'impressionne beaucoup. C'est vrai que j'aime le doute, j'aime qu'on s'interroge aussi avec cet éducateur. Finalement, on s'identifie beaucoup au juge, à l'éducateur, et on se pose les mêmes questions qu'eux, quoi. Quelle solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, quoi. Et de ce point de vue-là, moi, je pourrais pas faire ce travail. C'est vrai qu'ils sont souvent décourageants. Oui, c'est décourageant, ouais. Donc il y a quelque chose de beau, voilà, dans ça, quoi. Et puis bien évidemment, on parle toujours que des choses négatives, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'histoires qui se terminent bien. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous m'avez demandé sur la finale? Je fais un petit tour du périmètre. T'as bien répondu. Je crois que j'ai bien répondu. Ça. Ouais. Oui. Voilà. Monsieur avec la chemise à carreaux. Papa. Hello, I'm. Bonjour, Rodrigo González du Chili. Une question pour Catherine Deneuve. En quoi est-ce qu'il est important pour vous de jouer dans ce genre de film, c'est-à-dire des films à caractère social? Pensez-vous que ce type de film a sa place en tant que film d'ouverture à Cannes? Moi, la raison pour laquelle j'ai voulu faire le film, c'est parce que je trouvais que c'était un scénario formidable qui racontait une histoire formidable et que c'était pas seulement sur des rapports comme ça entre adultes, des gens qui s'écoutent, Je trouvais que c'était quand même un film qui avait un but vraiment intéressant et que surtout ce but pour moi était atteint. Et je trouve que d'avoir choisi ce film en ouverture du festival, je pense que c'est aussi une réponse du festival à une année quand même assez difficile qu'on a connue en Europe et surtout en France. Et voilà, je pense que c'est un film utile, c'est un film qui raconte vraiment un destin très particulier. Et je trouve vraiment très intéressant qu'un grand festival, un festival international comme celui de Cannes, ouvre avec un film comme celui-là, qui est un film d'auteur, plutôt, disons, qu'un film tout public. Voilà. Madame. Oui. Neptune Ingwersen, Genève, le News. J'ai une question tout simple pour Madame Berco. Est-ce que c'est un honneur d'être à l'ouverture de Cannes, naturellement, mais pourquoi ce film si fort, si important et si bien fait n'est pas dans la compétition? Ah ben si Thierry Frémaux est dans la salle, c'est lui qui pourra vous répondre. Moi, j'espère qu'il me le dira une fois que le festival sera fini. Écoutez, honnêtement, j'en sais rien. Moi, je me dis qu'il y avait trop de films français que le comité avait envie de choisir et qu'en même temps, ils n'avaient pas aussi envie d'avoir La Tête Haute et que pour être sûr que La Tête Haute puisse être
présent, j'espère que je dis pas des énormités, présent au festival. C'est une place qui nous a proposée. Si on l'avait refusée, peut-être qu'on serait en compétition, on le saura jamais. Sauf si Thierry Frémaux me le dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il en soit, maintenant que tout ça est passé, moi je suis très heureuse que ce film soit à la place où il est, et je considère que le festival lui fait un cadeau à ce film. Merci. La dame en jaune. Sorry. Hello everyone. My name is Ravneet Sami. Je viens du Kenya, de Nairobi. Je travaille pour le Asian Weekly. Question pour Emmanuel Berco. C'est un film qui a été dirigé par une réalisatrice et qui fait l'ouverture du Festival de Cannes. Qu'avez-vous pensé lorsque vous avez su que votre film ferait l'ouverture du festival, et quels conseils pourriez-vous donner à d'autres femmes réalisatrices? Pardon, je vais vous décevoir, mais je ne prête pas d'attention au fait que ce soit une femme qui soit la réalisatrice du film d'ouverture. Je pense que Thierry Frémaux a choisi un film, et peu importe qu'il soit réalisé par un homme ou une femme. Il se trouve que je suis une femme. Mais moi, c'est la sélection du film qui m'honore. C'est pas du tout le fait que j'ai l'impression qu'on me fait un cadeau de donner une place si prestigieuse, normalement réservée aux hommes, à une femme. Voilà, je me sens pas du tout en minorité, en tout cas en France, nous les réalisatrices. Je pense qu'on ne peut pas honnêtement dire qu'on ne trouve pas notre place, ou qu'on ne nous fait pas la place, ou que nous souffrons de quelque discrimination que ce soit. Je sais bien que dans d'autres pays, c'est différent, mais en France, les femmes cinéastes ont largement la place de s'exprimer, et en plus, l'ont de plus en plus. Vous voyez, il y a 2 femmes françaises cinéastes en compétition, Maïwenn et Valérie Donzelli, et il y a énormément de femmes cinéastes en France qui émergent dans les jeunes générations. Ulrike Koltermann, la télé allemande. En fait, je prends suite de cette question. Vous avez dit vous-même, il n'y a que 2 sur 19 dans compétition. Donc, quel regard portez-vous là-dessus? Est-ce que ce n'est pas une minorité, ça? Une autre petite question pour Catherine Deneuve. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce personnage de la juge d'enfant? Merci. Comment vous dire ça n'est pas une minorité si on ne va pas rentrer dans des mathématiques, des statistiques, mais nous sommes évidemment beaucoup moins nombreuses. En France, c'est simple, il y a 77% de réalisateurs, 33% de réalisatrices. Donc, avec le jeu des statistiques, il est tout à fait normal que les femmes soient sous-représentées. Moi, j'estime qu'on est récentes dans le cinéma, nous, les femmes, mais comme d'autres métiers. Avant, il n'y avait pas de femmes chirurgiens, maintenant, il y en a, et ça va évoluer dans le bon sens. Donc, pour moi, vous aurez compris que ça n'est pas un sujet. Ce qui compte, c'est que les films qui soient choisis soient beaux, peu importe le sexe de la personne qui les a réalisés. Mais il va falloir du temps pour que les femmes se fassent une place équivalente à celle des hommes. Et c'est normal, on a au moins 50 ans de retard, à part les pionnières qu'on connaît. On a facilement 50 ans de retard, nous, les femmes, dans ce métier-là. Catherine? Ah oui, moi, je m'avais demandé ce qui m'avait fasciné. La fascination, c'est pas tellement. J'essaye d'être, quand je lis un scénario, j'essaye d'être assez lucide. Donc la fascination, ce serait vraiment d'être séduit, de ne plus avoir du tout d'esprit critique. Donc moi, c'est le scénario qui m'a beaucoup plu et tous les personnages. Parce que moi, ça ne me suffit pas d'aimer le personnage qu'on me propose dans un film. Il faut vraiment que l'ensemble me plaise. C'est très important. Donc voilà, c'était le cas. C'est un projet qui m'a plu tout de suite. Je venais de travailler, enfin j'avais travaillé un an et demi plus tôt avec Emmanuel, donc j'étais vraiment tout à fait heureuse de la retrouver aussi vite. Et je suis vraiment très heureuse du travail qu'elle fait avec, pas seulement avec moi, mais avec tout le monde, avec les gens, les amateurs, parce qu'il y a eu du casting sauvage aussi pour ce film. Donc il y a des gens qui sont arrivés comme ça, qui étaient sans formation professionnelle. Je trouve que elle sait gérer ça très très bien et elle peut se le permettre parce qu'elle a un scénario très élaboré, très écrit. Donc elle peut se permettre d'avoir des gens qui ne sont pas forcément professionnels pour apporter une vie plus fragile, plus naturelle.
Marcia, justement, puisque Catherine Deneuve parle du scénario, qu'est-ce qui a été le plus difficile à écrire pour vous? Pas difficile parce que Emmanuel avait les idées très claires, donc c'est facile pour l'écriture. Mais ce qui a été le plus difficile, c'était que, comme vous l'avez dit, on voulait faire un hommage à ces hommes de l'ombre, mais il fallait rester dans le cadre judiciaire, c'est-à-dire dans le décor judiciaire tout le temps. Donc il fallait les faire exister, et qu'on les comprenne et qu'on les aime, sans pourtant les suivre dans leur vie. On était tout le temps dans des bureaux, des centres. Voilà, donc ça a été le plus difficile, c'est les incarner sans voir leur vie, mais les rencontrer uniquement par rapport à l'enfant qui suivent. Mais c'était difficile, mais vraiment génial comme défi. Et c'est un parti pris que vous avez eu dès le départ? Oui, dès le départ. Non. Rétablir la vérité, c'est pas vrai du tout. Non, mais le film, en tout cas, si vous l'aimez, doit beaucoup à Marcia, puisque moi, j'étais partie dans des intentions beaucoup plus romanesques, beaucoup plus explosées. Et c'est elle qui, très vite, m'a dit il faut faire un film de bureau. Il ne faut pas sortir du cadre éducatif et on ne suivra l'enfant que dans ses rendez-vous éducatifs, que ce soit dans les centres, dans le bureau de la juge ou avec son éducateur. Et je pense qu'elle a trouvé là... Enfin, c'était un parti pris très radical et pour moi, elle a donné tout son sens à ce film le jour où elle m'a dit ça. Donc, Marcia, ta modestie t'honore, mais enfin, en même temps, il faut rendre à César ce qui est à César. Oui, c'est vrai, mais tu avais déjà les 4 personnages, tu avais l'envie de raconter quand même une vie qui ne se vit pas, mais qui se décide avec des intervenants extérieurs. Et donc, tout ça, après, le fait de se cantonner à un décor purement judiciaire, oui, mais tu avais déjà... Enfin, pour moi, c'était là, mais... Ce qui est bien, en fait, quand on écrit un scénario, c'est de le faire à deux. Voilà, c'est la conclusion. Monsieur. Good morning, Peter Hall. Peter Hall, Toronto Star Canada. Question pour Catherine Deneuve. Est-ce que je peux vous poser une question sur le statut de star et la célébrité en cette ouverture du festival? Dans le Guardian, me semble-t-il, vous avez dit qu'il n'y avait plus beaucoup de stars en France. Avez-vous dit cela? Est-ce exact? Et est-ce que vous pouvez faire le même commentaire sur Hollywood et ailleurs? Oui, les stars, c'est le grand problème aujourd'hui. Et avec la façon dont les choses sont reprises, extraites des journaux de sa phrase, évidemment, les choses prennent une importance, un relief inimaginable et vraiment très souvent négatif. J'ai dit qu'il n'y avait plus de stars parce que je pense qu'il pourrait y en avoir, mais c'est le système médiatique, ce sont les médias que nous avons, ce sont les réseaux sociaux, c'est tout ça qui empêche aujourd'hui cette possibilité de rêver encore un peu sur des gens qui sont là uniquement pour vous faire rêver, pour incarner des films. La vie personnelle des acteurs et des actrices est devenue partie prenante, je veux dire, dans leur vie professionnelle. Et il y en a qui se filment tout le temps, qui mettent leurs images personnelles sur leurs réseaux sociaux. Et je trouve ça absolument... moi, je trouve ça très dommage, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le problème. Simplement, je trouve que ça ne fait pas rêver. Et que être star, c'est vrai qu'il faut aussi quand même du glamour, et donc il faut un peu de secret. Donc, c'est pas fabriquer du secret, mais c'est garder des choses pour soi, ne pas tout montrer quand même de sa vie privée. Mais c'est vrai que les médias montrent tellement de photos, tellement d'images, c'est très difficile de garder du mystère dans ces conditions. Mais il pourrait y en avoir des stars. Monsieur. I'm Rajesh Kumar Singh from India. Question de l'Inde. Je représente Bollywood.com. Lorsqu'on voit ces films du festival ailleurs, comme en Inde par exemple, lorsqu'on voit un film français en Inde, on le voit un peu comme un reflet de la société française actuelle. En voyant ce film, j'ai pris conscience de la réalité de ces différents personnages. Question, est-ce que ces personnages représentent la société française actuelle ou s'agit-il de situations exceptionnelles et de vies exceptionnelles et rares en France? Ce film, c'est une fiction. Le parcours de ce jeune homme, il est inventé et ces personnages ne sont pas inspirés de personnages réels. En revanche,
On a fait un tel travail d'imprégnation du réel en faisant des stages dans toutes ces structures qu'il y a une grande matière documentaire dans le film. Et en fait, le film, c'est ça, c'est la rencontre entre une matière documentaire très forte et de la fiction et du romanesque. Et moi, j'y tenais absolument. Il y a même un peu de lyrisme dans le film. Je tenais absolument à ce qu'on ne soit pas dans la pure fibre documentaire. Mais tout ce que vous voyez se dérouler dans les bureaux, dans le bureau de la juge notamment, dans les centres éducatifs, c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas parler d'une institution comme celle-là en étant approximatif. En plus, évidemment, vous imaginez bien, la justice, ça s'appuie sur des lois, donc même le langage est extrêmement précis. Donc on ne peut pas s'offrir vraiment... Enfin, moi, je ne m'autoriserais pas à m'offrir des libertés. Et en plus, tout mon travail, il est à la recherche de réalisme et surtout, je dirais, de justesse. Donc je tenais à ce que tout soit absolument juste. Et voilà, c'était le sens du travail pour ce film. Maintenant, Marcia, tu peux préciser. Que les personnages en fait avaient été créés avant d'enquêter, avant les stages, avant d'aller sur le terrain. Donc en fait ils existaient avant et ensuite ils ont été nourris par la part documentaire. Mais en fait ils ont été créés comme des personnages de fiction. Voilà. François ou Denis, ou les deux, vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'idée et dans le scénario d'Emmanuel et de Marcia et qui vous a donné envie de produire le film? Vous aviez déjà travaillé avec Emmanuel pour la télévision. On avait déjà travaillé avec Emmanuel, on avait fait un téléfilm, Mes chères études, pour Canal+. Et puis je connaissais Emmanuel depuis la FMI, j'avais vu ses courts-métrages, enfin Tony et moi on avait vu ses courts-métrages, on était très séduits déjà par le cinéma d'Emmanuel, sur La Puce, Les Vacances, et puis bon, on avait déjà une expérience ensemble. Et c'est vrai qu'on nous a proposé ce projet en 2010, vous imaginez, c'était il y a 5 ans. Et quand elle nous a parlé du sujet, on était à la fois surpris mais très excités parce qu'on ne le connaissait pas et on a découvert ce monde à travers son travail sur le scénario. Et on a tout de suite été emballés. Elle nous avait dit que ce serait long parce qu'elle aurait besoin de travailler, en effet, d'aller faire des stages, des séances, que Marcia devrait également partir dans auprès des juges, observer, enfin voilà, nourrir le scénario d'une matière documentaire. Et puis les versions sont arrivées, et puis c'était magnifique. C'est-à-dire que nous, on était très, très séduits par le scénario. Emmanuel et Marcia ont une puissance de travail assez énorme. Elles étaient toujours dans une forme d'exigence. Nous, on était très séduits par les versions qui arrivaient, et puis elles voulaient toujours aller plus loin, travailler davantage les personnages. Voilà, elles se sont posées des questions sur la dimension, sur la notion de romanesque dans le scénario, avec l'histoire d'amour, comment la placer, etc. Et voilà, donc c'était vraiment un bonheur, oui. Et puis c'est vrai que quand on a commencé à faire lire le scénario autour de nous, on s'est rendu compte que notre enthousiasme était partagé par les gens du métier, donc c'était très, très plaisant. On n'a pas eu à se battre pour convaincre les partenaires d'y aller. Ils avaient tous envie d'y aller. C'était un scénario qui était très, très émouvant, très documenté, et en plus sur un sujet inédit. Donc du coup, c'était formidable de travailler dessus. Puis on connaissait aussi Emmanuelle, la réalisatrice, et on savait qu'elle allait avec son talent de réalisatrice, cette même exigence sur le plateau, transcender le scénario. Et puis après, les acteurs sont arrivés, donc là on était ravis, quoi. Voilà. Madame. Hi, Carolina Pasternak. Magazine hebdomadaire polonais. Une question pour Madame Berko. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez choisi l'acteur qui est à vos côtés, Rod Parado, et qui est très impressionnant dans le rôle de Maloney? Et une question pour l'acteur lui-même. Y a-t-il quelque chose de commun entre le personnage que vous jouez et vous-même? Et d'autre part, avez-vous souhaité être acteur dans le passé? En fait, j'ai jamais pensé à être acteur parce que je pensais pas que c'était possible du tout pour moi. Mais j'ai toujours adoré voir des films, regarder le cinéma. Et oui, aujourd'hui, ça serait un grand plaisir de pouvoir continuer ce métier-là et ça me plaît beaucoup.
c'est très émouvant de pouvoir envoyer un message à tout le monde et ça me plaît beaucoup. Et non, il y a pas beaucoup de ressemblances avec Maloney et Rod Parado. Hi, Baz Bammy. Baz Bani, Daily Mail. Une question pour le jeune acteur Rod Parado, qui est excellent dans ce film. Félicitations. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez travaillé avec ces grands acteurs autour de vous, toutes ces idoles du cinéma français, Catherine Deneuve, et qu'avez-vous appris? Ça m'a procuré beaucoup de plaisir d'être avec des grandes personnes comme ça. Et c'est une joie aussi d'être avec des grands acteurs. Et qu'est-ce qui était le plus difficile? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? De se mettre dans la peau de Maloney. Pourquoi? Parce que je suis très très loin de lui et donc ça a été un très gros travail. Benoît dans l'interview du dossier de presse, dit justement que le personnage ne vous ressemble pas et que c'est un vrai travail d'acteur que vous avez fait avec Emmanuel. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, quand vous voyez le film, de voir quelqu'un d'autre que vous faire ce travail-là? Quand je vois le film, oui, je suis fier de moi, mais je préfère pas trop me dire ouais, c'est bien, c'est un beau film. Je préfère rester la tête haute mais froide en fait. Bravo, bravo, bravo. Au fond là-bas. Bonjour, Wang Jing, la presse chinoise. Et d'abord, félicitations pour ce film. J'étais très touchée en regardant le film. J'ai une question pour Madame Berco. Et c'est par rapport à la fin du film. Je vois que la dernière image est fixée sur le palais de justice et aussi avec un drapeau français. Pour moi, c'est très symbolique. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi ça comme la dernière image. La deuxième question, c'est pour Rod. Comme vous avez dit à l'instant, ce qui est le plus difficile pour vous, c'est trouver la peau du personnage. Donc, comment vous avez réussi? Parce que le jeu de comédien est vraiment excellent. Félicitations. Merci. Pour vous répondre sur la fin du film, je dois dire que ce n'était pas du tout prémédité. Le film ne devait pas finir comme ça. On suivait Maloney de dos toute la traversée du tribunal et jusqu'à ce qu'il s'éloigne dans une rue. On le suivait de dos. C'était un plan extrêmement difficile à réussir techniquement. Et quand j'ai fini de tourner ce plan, je me suis dit, si jamais j'ai besoin de monter la fin, il faut que je fasse un plan de face. D'accord? Donc on a fait à peu près le même plan de face, mais là, on a laissé Rod sortir du champ. Et il se trouve que le Steadicammer est resté un moment sur le tribunal avant que je coupe. Alors, après, vous me direz que j'ai quand même choisi de finir sur le tribunal, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est l'histoire de Maloney, mais c'est aussi l'institution de laquelle je parle, qui est mise en lumière dans ce film, et c'est l'idée de dire que, bon voilà, Maloney, il sort du cadre, on ne sait pas s'il va s'en sortir vraiment, on sait très bien qu'il peut replonger, mais qu'en tout cas le travail continue à l'intérieur du palais de justice et qu'il y a d'autres enfants, petits, adolescents, plus grands, dont il faut continuer à s'occuper et qu'il y a d'autres destins que le sien. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. Maintenant, sur la question du drapeau français, vous imaginez bien que je n'ai pas fait mettre le drapeau français par la décoration. Donc il était là, c'est vrai que j'aurais pu l'effacer, mais ça m'a plu en fait de finir ce film sur ce drapeau français qui flotte pendant que des enfants jouent sur les escaliers, parce que la justice des mineurs en France, c'est une justice particulière, que c'est une richesse de la France, cette justice-là, et que voilà, ça ne me dérange pas de l'affirmer dans le dernier plan du film. Pardon. Non, il y a une réponse de Rod d'abord. Comment tu as fait pour rentrer faut savoir que aussi j'ai eu un très très bon coach et qui m'a
pas non seulement appris le texte, mais à bien comprendre Maloney. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est grâce à aussi, bon, un petit peu à moi, mais bon, ça on s'en fout. Et il faut remercier en fait tous les acteurs qui ont été avec moi et tout le plateau, parce qu'en fait c'est une famille et on a été tous soudés et c'est grâce à eux aussi. Monsieur, voilà. Merci, monsieur. Bonjour, Julien Préto de l'agence Reuters. Catherine Deneuve a dit il y a quelques instants que la sélection de ce film pouvait être une réponse aux événements du festival, en fait, une réponse aux événements du début d'année. Je voulais savoir si Emmanuel Berco et d'autres à cette table partageaient ce point de vue. Et Sarah Forestier disait que c'était un film dans lequel il y avait beaucoup d'amour, justement. Est-ce que cet amour, ce travail de la justice est une réponse aux événements du début d'année ? Évidemment, le film n'est pas lié aux événements de ce début d'année, puisqu'il était tourné avant. En revanche, je ne peux pas nier qu'il y a une résonance entre le film et ce qui s'est passé au début de l'année. Moi, je peux vous donner mon point de vue là-dessus, c'est que, puisqu'on fait référence aux événements de début janvier, les jeunes hommes qui ont perpétré ces attentats ont eu des parcours d'enfance très difficiles, qui ressemblent au parcours des enfants que j'ai pu voir dans les bureaux des juges lors de toutes les audiences auxquelles j'ai assisté. Ils ont d'une certaine manière aussi côtoyé le même type de centre que ceux que côtoie Maloney dans le film. Et que le film parle d'éducation et dit que l'éducation est un droit fondamental des enfants. Et que quand ce n'est pas la famille qui peut assurer cette éducation, c'est à la société de l'assumer. Et il me semble que... Enfin, moi, ma pensée profonde, intime, c'est qu'un enfant ne naît pas méchant, ne naît pas criminel, ne naît pas barbare. Et que s'il le devient, eh bien, c'est qu'il n'a pas eu la chance d'être éduqué comme son voisin, qui, lui... peut-être a grandi plus tranquillement. Alors, je ne crois pas du tout au déterminisme social pour autant, mais moi, j'accepte et je revendique même le lien qu'on peut faire, enfin, en tout cas, une forme d'écho entre le film et les événements qu'on a connus. Il y avait une question pour toi ? Oui. Si ? Non, Si quelqu'un d'autre voulait s'exprimer sur le même sujet à la table, voilà, c'était ça. Non, peut-être qu'on peut dire que la jeunesse délinquante a été très stigmatisée ces 20 dernières années aussi. On a parlé de sauvageons, de racailles, etc. Donc, d'une certaine façon, le film nous incite à regarder la jeunesse qui a pu se sentir montrée du doigt à travers cette stigmatisation de la jeunesse délinquante, de regarder la jeunesse différemment et de prendre exemple sur ces juges des enfants, sur ces éducateurs et de prendre exemple sur eux pour faire avancer la société. Oui, recréer du lien et du vivre ensemble. Mais le truc, c'est que les enfants doivent être protégés et que pour reparler des attentats, ces jeunes hommes n'ont pas été protégés, n'ont pas été éduqués. Il y a donc une réponse à cela dans le film en montrant tout le travail qui est possible et surtout en essayant effectivement de changer le regard sur ces jeunes-là qu'on a envie plutôt de rejeter que d'accompagner et de protéger. Je parle on, la société, nous les citoyens. Sarah ? Il y avait juste quelque chose comme ça que j'avais envie de dire. C'était évidemment, c'est pas une science exacte, parce que c'est de l'humain, c'est des parcours de vie, et on sent d'ailleurs dans le film comment un destin peut basculer dans le positif ou négatif, en fonction des rencontres, en fonction des décisions aussi. C'est pour ça que le film est aussi tendu et le parti pris de rester dans les bureaux est très intéressant, parce que cette tension, c'est des moments cruciaux qu'on filme.
Moi, il y a juste quelque chose comme ça, parce que tout à l'heure, le monsieur qui venait du Bangladesh, en fait, il parlait de selfie aussi, de génération selfie. Ouais. Et j'ai compris ce que vous vouliez dire. C'est-à-dire, en fait, moi, il y a quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit, c'est l'estime de soi aussi. Parce qu'on parle de l'amour des autres, mais l'amour pour soi-même. Et en fait, moi, ce qui me frappe dans le film, il y a un moment donné, par exemple, quand Maloney dit « je suis un bon à rien », en fait, s'il est violent avec les autres, c'est parce qu'il ne s'aime pas. Il n'a pas d'estime de lui-même. Et en fait, ce qui est beau, le meilleur amour aussi qu'on peut donner à ses enfants, c'est de leur faire trouver leur propre place, se sentir utile, participer à la vie, se sentir français aussi. Juste pour faire le lien par rapport aux attentats, quand on ne se sent pas utile dans un groupe, quand on a l'impression de ne servir à rien, on se désolidarise. Et en fait... Voilà, par exemple, Maloney, dans son parcours, bah peut-être qu'à la fin du film, aussi à travers la maternité, il va tout d'un coup retrouver une estime de lui-même. Et c'est important parce que ça peut venir d'ailleurs de plein d'endroits différents. C'est-à-dire que c'est aussi grâce aux rencontres qu'on fait dans la vie, donc là avec la juge, l'éducateur, puis il y a aussi l'histoire d'amour. Des fois aussi, il y a des choses qui vous sauvent, qui viennent d'un endroit qu'on n'attendait pas forcément. Mais moi, voilà, c'est vraiment ce truc d'estime de soi qui me parle. Mais bon, je veux bien dire aussi qu'il y a toutes sortes de jeunesse, hein, il y a toutes sortes de cas de figure, et on peut faire commettre des larcins tout en ayant une grande estime de soi-même. Hein, on peut braquer des banques tout en s'aimant beaucoup. Je veux dire, c'est pas... voilà. Et ce garçon, le problème qu'il a, c'est qu'effectivement, il s'aime pas, on voit le désert affectif qu'il a, et puis même en tant que voyou, il est mauvais. Il n'a pas d'avenir. Il pourra pas s'en sortir, il va pas faire... Non, c'est vrai. Je veux dire, c'est pire. On voit toutes sortes de jeunes comme ça qui ne sont pas forcément à la dérive, mais qui vont s'orienter vers une vie qui leur apportera plus de certitude, en tout cas, et plus de confort. Lui, il est vraiment, voilà, à tous les niveaux, il est perdu. Il a franchement besoin d'être attrapé et d'être sauvé. Mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Il y a une différence entre la vraie estime de soi et un ego. En fait, et je pense, pour toujours revenir à l'histoire du selfie, c'est aussi toute la différence. Avoir une vraie estime de soi profonde, connectée avec les autres, c'est quand même très différent que de faire de l'argent. Et en fait, on peut aussi se mentir à soi-même et croire qu'on est très heureux et de finalement pas se sentir vraiment exister, quoi. Ouais, mais bon... Mais tu t'aimes l'oseille, c'est ça que tu veux dire. Ouais, moi, C'est une discussion sur le tournage. Je sais pas où Emmanuel, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand on parle des échos par rapport aux événements de début janvier, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette valorisation du travail de l'ombre qu'on a vu après les manifestations et les événements pour la police, pour les pompiers, pour tout ça, où tout d'un coup l'institution était elle-même réhabilitée. Et je trouve que dans le film, il y a ça aussi, ça fait écho. Absolument, mais c'est évidemment une coïncidence, enfin malheureuse coïncidence, mais oui. Moi, j'ai pas compris qu'on applaudisse les CRS. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Parce qu'on a vu des images encore de CRS qui foutaient des émigrés par-dessus la barrière là, il y a encore quelques jours. Un petit peu, ça se mélange tout ça. C'était un moment précis. Et on traite de quoi? C'était un moment précis. Dans les circonstances, ils sont aimés ou détestés. Voilà. Les CRS, ça représente la force, la police, éventuellement la violence aussi. Mais quand les gens les ont applaudis, c'est parce qu'ils ont eu un comportement comme ça, humain absolument formidable, qu'on les sentait extrêmement bouleversés. Mais ça représente une poignée d'hommes dans des circonstances. Et c'est vrai qu'après, à Calais, on voit en effet des gens qui se font frapper comme des animaux. C'est terrible. Mais moi, quand j'avais fait allusion aux événements de cette année, c'était surtout par rapport au choix, disons, au choix du festival, d'avoir pris ce film comme quelque chose qui était quelque chose de plus grave que peut-être ce qu'on aurait attendu normalement. Et je me disais que c'était peut-être en effet un écho surtout à l'année que nous avions passée et qui n'est pas finie. Et qui en plus c'était une leçon d'espoir, donc c'était une belle conclusion. Madame? Non, vous, oui. Allez-y. Rapidement, Catherine Deneuve, vous parliez tout à l'heure des propos amplifiés, déformés. Est-ce qu'on peut rapidement éteindre la polémique sur Dunkerque et dire peut-être vous n'avez rien contre cette ville, je ne sais pas.
vous voyez, ça, je trouve que c'est un exemple très frappant quand même de ce que peut devenir un mot dans une phrase qui a elle-même été amputée, qui a été raccourcie, l'importance que ça peut prendre. J'ai le droit de dire des choses sur Dunkerque, qui est une ville où j'ai tourné quelques semaines, à la fin de l'été, où il faisait un temps épouvantable, la lumière était très triste. Et j'ai le droit de penser des choses sur Dunkerque. J'ai trouvé que ça avait quand même un certain charme, très mélancolique, parce qu'on sent que c'est une ville qui a été. Mais je trouve anormal quand même qu'une phrase éventuellement négative sur Dunkerque puisse prendre cette importance et ces proportions. Même là, d'être à une conférence de presse, à un festival international, et répondre sur une chose que j'ai dit dans une interview qui a été reprise sur des réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment l'exemple de ce à quoi nous en sommes aujourd'hui par rapport aux demandes qu'on peut avoir et aux réponses qu'on est obligé de fournir, quoi. Je trouve que c'est anormal d'avoir à se justifier là-dessus. Mais c'est vrai que dans l'interview, il y avait un sérieux raccourci par rapport à ce que j'avais dit, oui. Mais ça, c'est la vie, sauf que les réseaux sociaux prennent un relais qui donne une dimension absolument nationale à des choses minuscules. Je me méfierais beaucoup maintenant, encore plus. C'est vrai que Dunkerque sous la pluie, c'est sympa. Non, mais il faudrait relire tous ces interviews en pensant que, voilà, est-ce qu'il y a des petits morceaux qui peuvent être pris? Est-ce que ça peut devenir? C'est vrai que c'est très... Non, mais je pense que personne à cette table ne pense de mal de Dunkerque, et surtout pas moi qui adore le Nord et Dunkerque en particulier extrêmement cinématographique. Et la ville nous a fait en plus un accueil exceptionnel. On a quand même tourné... plusieurs semaines au tribunal de Dunkerque avec les gens du coin, etc. Et c'était important, très important pour moi que cette histoire ait son socle dans le Nord. Donc c'est vraiment pour vous dire, le film, il rend aussi hommage au Nord d'une certaine manière, et personne à cette table ne pense du mal de cette région. Bon, la dernière question, là-bas au fond, monsieur. C'est fou quand même pendant ce soir. Hi, I'm writing for the... Hollywood Reporter. Une question pour Catherine Deneuve. Pas sur Dunkerque. Non, pas sur Dunkerque. Avez-vous vu la dernière couverture de Charlie Hebdo? Pouvez-vous répéter? Avez-vous vu la dernière couverture de Charlie Hebdo? Non, je ne l'ai pas vu. Vous pouvez m'en parler. C'est très désagréable. Ça vous concerne, vous, et votre présence à Cannes. De quoi s'agit-il? Il y a votre photo ou caricature, mais dans un style particulier de Charlie Hebdo. Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu cela. Charlie Hebdo, d'un seul coup, de faire une photo comme si c'était un magazine, nous deux. Hein, donc forcément, ça doit être une chose un peu agressive. J'espère que c'est drôle. Si c'est méchant, j'espère que c'est drôle. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe et bonne projection pour ouvrir ce 68e Festival de Cannes. Merci.